Merci d'être avec nous, Angélica Montoya. Vous êtes docteur en philosophie politique de Paris 8. Quel est le premier défi du président Lula? Est-ce justement de tenter de réconcilier deux camps de l'électorat? Et surtout, pensez-vous que ce soit possible? Bon, bonjour à tous et à toutes. En réalité, il y a trois grands défis pour Lula. Sans doute, le tout premier, c'est de garder la coalition de gouvernement qu'il a réussi à avoir jusqu'à présent avec la centre-droite, les centres-droits et les centres-gauche. Ça va être très complexe parce que, justement, vous venez de le dire, les pays traversent un clivage politique très délicat et les centres-droits est un allié des circonstances qui à tout moment peut lâcher les présidents. Et je vous rappelle à vous et à tous ceux et celles qui nous écoutent que, disons, les deux chambres sont actuellement à la droite brésilienne, c'est-à-dire plutôt aux pro-bolsonaristes qu'aux pro-lulistes. Et comment gouverner quand c'est dans une telle situation? Vous parliez de trois défis, là c'en est un, les deux autres, quels sont-ils? Les deux autres, ce sont des défis communs à l'ensemble des pays de la région, les défis sociaux et économiques, c'est-à-dire faire face à une augmentation criante des inégalités. Actuellement, 12 millions de Brésiliens sont en situation de chômage et 20% de la population la plus pauvre vit ou reçoit, touche à peine les 4,5% des revenus. Il y a une situation de famine importante. Il y a on va dire, un affaiblissement de beaucoup de structures de l'État et au niveau de l'éducation, de la santé, et bien évidemment faire face à la situation d'insécurité qui s'est, disons, déclenchée est devenue de plus en plus importante suite à la facilité qu'a fait Bolsonaro à l'acquisition d'armes par des particuliers. Et le troisième grand défi, c'est les climatiques, bien évidemment, les défis de la déforestation de l'Amazonie. Angélica Montes Montoya, vous mentionnez à l'instant le président sortant. Juste un point, a-t-il finalement reconnu officiellement sa défaite? Et comment est perçue sur place son absence aujourd'hui? Jair Bolsonaro a quitté le Brésil hier pour se rendre aux États-Unis. Il ne sera donc pas là à l'investiture de Lula? Non, incontestablement, il n'a pas accepté la défaite. Il est parti et je pense que son départ et disons, sa absence lors du passage de pouvoir est un clair message qu'il envoie de façon, on va dire, discrète, mais assez ferme, assez partisan pour leur dire les combats continuent, je ne reconnais pas les nouveaux présidents et les élections ont été volées. Donc, son départ, c'est plutôt un message adressé tout en douceur, entre guillemets, parce qu'il ne fait pas appel à manifestations, à des protestations, mais son absence, c'est un appel à ça. Alors il a dit qu'il reviendrait, là il est parti pour la Floride. Est-ce un hasard ou est-il peut-être allé demander conseil à son ami Donald Trump? Je dirais pas qu'il est parti demander conseil à Donald Trump, qui lui-même est dans une situation assez, disons, délicate aux États-Unis, mais plutôt il s'adresse à tous ces Brésiliens qui lui font confiance. Il faut rappeler que les élections étaient assez serrées. Les pourcentages, c'était 50,9 à faveur de Lula et 49,1 9,1. en faveur de Bolsonaro. Donc, c'est plutôt un appel à rester debout, à garder, disons, la maison, entre guillemets, et son retour, ça va se faire, je crois, très vite, parce qu'il fait confiance au fait que la coalition des centres-droite et centre-gauche qui a réussi jusqu'à présent, Lula ne va pas tenir très longtemps. Et je crois malheureusement, comme se passe dans plusieurs pays de la région, au Chili, la même Colombie, c'est bien de se passer au Pérou. Et la situation est très délicate pour les gauches latino-américaines, car le contexte international économique n'est pas au rendez-vous. Et toutes les promesses de Lula il va avoir du mal à tenir ses promesses auprès de son électorat.